Eh bien salut, c'est à nouveau Fred pour Indécent Podcast, toujours sur Octogone 2022. Et là on est sur le stand des éditions Léa, donc qui édite à la fois du jeu de rôle, donc Méga 5, Star Marks, allons-y camarades, dans l'espace, et toute la partie littérature qui nous intéresse particulièrement ce matin. Donc on est avec Jean-Philippe. Bonjour. Bonjour, donc édition Léa, Jean-Philippe, je suis le fondateur d'édition Léa. C'est une jeune maison d'édition. On est né il y a 5 ans, les premières apparitions remontent à juin 2017. La particularité de Léa, dès le départ on a dit qu'on voulait casser un peu les murs entre les genres, donc c'est pour ça qu'on a dès le départ voulu avoir une éditoriale dans laquelle on faisait à la fois du roman français comme traduction, on en parlera peut-être après, et jeu de rôle évidemment, parce que je trouvais que le lien entre les univers était vraiment extrêmement fort et qu'il était dommage de ne pas reconnecter ce qui avait été la source de beaucoup d'inspiration et de beaucoup de création. La plupart des grands auteurs d'imaginaire dans le monde, les anglo-saxons comme les français, viennent du monde du jeu de rôle et je voulais renouer le lien entre les univers littéraires et l'univers du jeu de rôle. Alors ça veut dire qu'on fait à la fois du jeu de rôle pour du jeu de rôle, on ne fera pas de roman, on fait aussi du roman, on ne fera pas de jeu de rôle, mais on reconnecte les auteurs entre eux et parfois on va faire du roman dans un monde de jeu de rôle, du jeu de rôle dans un monde de roman. Ok, ouais, c'est vrai que nous aussi sur la chaîne on essaye de relier à nouveau tout l'imaginaire, donc BD, romans, comics, tout ce qui s'ensuit, et jeux de rôle. Donc c'est vrai que c'est intéressant de voir aussi ça chez un éditeur. Donc, comment on en vient, quand on débute en tant que maison d'édition, à éditer donc du Steven Erikson, donc c'est l'Empire Malazéen, je crois, c'est ça. Le livre des martyrs. Alors l'histoire du livre, je te le montre à l'écran, c'est notre best-seller actuellement, on a à peu près 20 000 exemplaires de tome 1. C'est pas rien. C'est un gros succès en France et qui est assez miraculeux quelque part. Il revient de très très loin parce que c'est un livre qui a été édité par 2 fois avant que Léa ne se lance, par 2 éditeurs différents, 2 prestigieux éditeurs qui ont fait un tome et demi. Quand je dis un tome et demi, c'est qu'ils ont coupé le deuxième en 2 et après qui ont arrêté. Alors c'est compliqué quand c'est une série en 10 tomes. On est d'accord. Il y avait une sorte de désarroi du public français parce que c'est une œuvre majeure de la fantasy. C'est vendu à 3 millions d'exemplaires dans le monde, traduit en 20 langues. C'est considéré comme un chef-d'œuvre de la littérature imaginaire en général et de la fantasy en particulier, à l'égal des plus grands, Robin Hobb, George Martin. Dans les modernes, il fait partie de cette fantasy de très haut niveau. Et on s'est retrouvé un peu par hasard, de fil en aiguille, à être envoyé sur ce sujet-là. Et là, j'ai remis ma casquette d'ancien journaliste, j'ai creusé un peu le sujet, j'ai essayé de faire une analyse un peu de la situation et je me suis rendu compte qu'il y avait une œuvre majeure qui manquait à la littérature en langue française, traduite en tout cas, et on s'est lancé dedans. J'ai contacté l'éditeur de Steven Erikson et Léa, toute petite maison d'édition à l'époque, on n'avait même pas 1 an, a négocié avec Penguin Random House, un des plus grands éditeurs mondiaux, pour avoir les droits de la série. Ce qu'on a réussi à avoir. On a eu la chance d'avoir Marc Simonetti qui a fait les couvertures de la série. Ouais, ça, faut reconnaître que Simonetti, il est connu, hein, c'est extraordinaire. Ses dessins sont magnifiques et les couvertures. On peut dire ce qu'on veut, mais sur un roman, quand l'emballage n'y suit pas, si je peux me permettre l'expression emballage, ça vient un petit peu, pas déprécier, mais ça vient baisser d'un cran l'attirance qu'on peut avoir pour un roman. C'est comme quand on reçoit un cadeau, un beau paquet cadeau, c'est aussi très sympa, ça donne envie d'ouvrir le cadeau. Après, il ne faut pas être déçu par ce qu'il y a à l'intérieur. Il faut que le contenu soit à la hauteur du contenant. Et on a la chance avec Marc Simonetti d'avoir un illustrateur très 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 talentueux, reconnu au niveau international lui aussi pour le coup, et qui est fan de la série, et donc qui a été extrêmement inspiré par cette série et qui nous a fait des illustrations magnifiques. Donc voilà un peu l'histoire du livre des martyrs de Steven Erikson, qui aujourd'hui, on peut le dire, le tome 9 est sorti en juin, et le tome 10 est dernier, et ultime tome de cette série-là, va sortir a priori fin novembre, si les imprimeurs et les papetiers, etc. Oui, c'est vrai que on n'en parle pas souvent. Enfin, moi, c'est vrai que en tout cas, j'essaie de mettre l'accent dessus. Mais la crise du papier actuel, la logistique, l'énergie, ça vous pèse. Je sais que ça vous pèse forcément. Ça doit reporter des sorties, des choses comme ça. Alors, ça nous pèse à plusieurs titres. Premièrement, au niveau de l'organisation, parce que ça veut dire souvent des reports. C'est-à-dire que si on a un décalage parfois d'1 semaine par rapport à un rendu d'un livre chez un imprimeur, il dit votre place n'est plus disponible, enfin, vous avez raté votre slot, votre place, revenez dans 2 mois ou dans 3 mois, ça peut arriver. Alors parfois c'est juste quelques semaines de perdu. premièrement. Et deuxièmement, il y a un problème majeur aujourd'hui pour les éditeurs, quels qu'ils soient,
c'est l'augmentation du prix de la matière première, du prix des imprimeurs. Un exemple, on est le 1er octobre, j'ai un des papiers ici, là, qu'on utilise massivement, qui aujourd'hui prend 18%. 18% d'augmentation du prix au 1er octobre. J'ai d'autres papiers qui ont augmenté de 20-25% cette année. Enfin, donc, ça pose effectivement des problèmes pour les éditeurs, qui sont des métiers de passionnés, qui sont des métiers, surtout dans notre univers, sur lesquels les marges sont extrêmement faibles. Donc du coup, si on augmente tout d'un coup le prix du papier et de l'imprimeur en général, parce qu'il y a aussi ces frais de production avec l'énergie, etc., on n'a pas d'autre choix in fine que d'augmenter le prix des livres. Après, donc, on a parlé de Steven Erikson, mais il y a aussi son comparse, donc c'est M. Salmont, donc, qui écrit aussi dans le même univers. Donc ça c'est très intéressant. Et dernièrement, moi j'ai vu que vous avez du Garth Nix, oui, les libraires gauchers de Londres, et puis de John Gwynne, Malice. Donc si tu peux nous en parler un petit peu. Alors pour Ian Keman-Eslemont, c'est le co-créateur avec Steven Erikson du monde malaisien. Et c'est une histoire incroyable, c'est une histoire comme on les aime, c'est-à-dire Ian Cameron et Steven sont amis depuis très longtemps. Ils se sont rencontrés, ils étaient tous les deux étudiants en archéologie. Ça s'est ressenti aux Imaginales, juste un petit peu. Oui, c'est vraiment des vieux potes, et ça c'est ça qui est génial, et qui sont devenus deux très grands auteurs en partageant un univers. Et ils ont été étudiants ensemble en archéologie, et ils se sont retrouvés sur un site de fouilles pour 3 mois. Et on leur a loué une tente dans laquelle ils étaient tous les deux, et ils se sont dit, ils se connaissaient pas, hein. Ils se sont dit, je vais passer 3 mois avec ce gars sous une tente, il pleut pas mal, on va être beaucoup enfermés tous les deux, soit on va se détester après 15 jours, soit on va devenir les meilleurs amis du monde. Pour notre plus grand bonheur, ça a été la deuxième solution qu'il a emporté. Ils sont devenus les meilleurs amis du monde. Et ils ont fait des jeux de rôle ensemble avec un système générique. Et en faisant ce jeu de rôle avec leur connaissance d'archéologie et d'anthropologie pour Steven Erikson, ils ont créé un monde extrêmement fouillé, extrêmement solide au niveau du fonctionnement, au niveau des soubassements civilisationnels, ethniques, politiques. Donc ils ont vraiment créé un univers totalement cohérent dans lequel ils ont mis leur partie de jeu en route et dans laquelle ils ont fait leur roman. Et donc ça peut dire qu'ils ont créé cet univers ensemble, et donc Steven Erikson a écrit Le Milieu des Martyrs, plus d'autres séries qui sont en anglais ou qui sont en cours d'écriture. Et ils sont répartis finalement les périodes temporelles, les zones géographiques sur lesquelles écrire. Et là, pour notre plus grande chance, Ian Keman-Eslemont a écrit lui, ce qu'on pourrait considérer comme une préquelle, il n'aime pas ce terme, mais en réalité c'est que c'est en étude, une préquelle au Livre des Martyrs, qui nous fait suivre le destin de deux personnages qui sont incroyables, moi j'ai adoré, qui sont incroyables, qui m'ont rappelé Fritz Leiber et fait faire des souriciers gris. Un assassin qui est empreint d'éthique, qui a une éthique de son métier finalement, qui a une morale d'assassin. Donc quand on exerce ce métier-là, c'est un peu compliqué. Et un magicien dont on ne sait pas si c'est un raté qui de temps en temps a un coup de chance et réussit des trucs incroyables, ou si c'est un génie qui prévoit des choses qui sont improbables. Donc et voilà. Et donc on suit cette histoire-là qui nous donne un éclairage différent du monde malaisien que l'on connaît et qui va nous apporter les raisons et l'organisation de la création de cet empire malaisien qui est devenu après un empire dominant dans le monde. Et du coup, la question qui tue, quid d'un éventuel jeu de rôle? Alors c'est une question qu'il faut poser à Steven Erikson et Ian Keman-Eslemont, parce que j'ai ouï dire que depuis quelques années, il y a un projet qui est en cours. Donc je n'ai pas eu l'occasion de parler avec eux plus avant lors de leur venue aux Imaginales et dans le Malazan Tour qu'on a organisé pendant un mois en mai-juin. Mais il y avait un sujet qui était à l'étude. Ça serait un jeu de rôle grandiose parce que beaucoup de magie. C'est la high fantasy. Beaucoup de batailles, c'est de la high fantasy dans toute sa splendeur. Et de la magie à la fois puissante mais extrêmement dangereuse. Donc en jeu de rôle, j'adore jouer les magiciens. Je pense que le magicien dans le monde malaiséen, il a du souci à se faire parce qu'à la fois il peut être extrêmement puissant, mais il peut se faire détruire en un claquement de seconde. Et donc du coup, je sais qu'en création française, donc ça je connais bien Philippe Tessier, oui. Polaris. Ah oui. Et est-ce qu'il y a d'autres écrivains français, francophones que vous comptez éditer? Bien sûr, Léa fait aussi bien de... Au départ, pour être objectif, on a 5 ans, donc oui. Finalement, au départ, la traduction, c'est pas quelque chose qu'on avait envisagé. On fait des auteurs français, alors que ce soit nos premiers auteurs, c'était Alexis Flamand avec le cycle d'Alamander, c'était Éric Hamon avec Les Chimères. Qui est sorti en BD aussi, hein, le cycle d'Alamander. La BD vient de sortir, le premier tome de la BD de cycle d'Alamander vient de sortir. Et on a aussi édité un jeune auteur prometteur qui s'appelle Pierre Bordage. Qui est ce jeune auteur qui débute, Pierre Bordage, ça me parle.
ça parle. Et c'était un bonheur. Et d'ailleurs, c'est le premier auteur que Léa a signé en tant qu'auteur. Donc voilà, dès le départ, on avait quand même une envie de faire des choses en grand. Et donc oui, on a pas mal d'auteurs français comme ça. On a par exemple fait là aussi la novélisation des Chroniques de la Lune Noire avec François Fradval et Jeanne Debatz, etc. On a Philippe Tessier, on en a parlé, Polaris, mais pas que. On a fait beaucoup aussi les Chroniques hérétiques, un peu plus un côté féerique, un peu conte dans la fantaisie. Ils ont fait aussi un court roman mort, au pluriel, dans lequel l'humanité a disparu, mais les gens se réveillent en sachant qu'ils sont morts, mais entourés de squelettes. Et c'est à la fois drôle et assez poétique, et en même temps assez politique aussi. Donc voilà, et je ne vais pas tous les citer, mais on a pas mal d'auteurs français et de la traduction, parce qu'une fois qu'on a lancé Steven Erikson, un an après notre création, ce qui était en soi peut-être une folie, mais ouais, c'est une folie qui nous a permis de parcourir beaucoup de chemin, on s'est dit, le moment où Steven Erikson, on savait que sa série était finie, qu'on allait la finir aussi, on a dit qu'est-ce qu'on fait après? Et après on s'est dit, on va faire d'autres traductions. Tout à l'heure on évoquait le fameux Garth Nix. C'est un grand auteur australien qui a vendu plus de 6 millions d'exemplaires dans le monde avec Les Vieux Royaumes, avec un tas d'œuvres qui sont plutôt jeunesse et young adulte. Là en l'occurrence c'est du young adulte, on est dans le Londres des années 80 et on va découvrir un Londres qui est un peu différent de ce qu'on connaît, de ce qu'on a connu. Un peu urban fantasy, un peu Neil Gaiman sur les bords. Ça. Exactement. L'urban fantasy, mais pas voilà, l'urban fantasy, c'est toujours compliqué de dire ça, mais comme personnellement je l'aime, c'est-à-dire pas grossière. C'est-à-dire on est amené en douceur, avec finesse, avec intelligence dans les choses. Et en plus, c'était un livre sur les libraires, quelque part, puisque ce sont les libraires qui sont chargés de réguler les créatures féeriques et magiques, mais parfois pas toujours sympathiques, qui se baladent dans le Londres des années 80. Les libraires gauchers étant chargés de les gérer physiquement et les libraires droitiers étant chargés de gérer plutôt l'administratif et un peu la magie. Donc, particulièrement excellent. Moi aussi, je le recommande fortement. Oui, c'est un gros succès international. Alors, c'est un livre, ce qu'on appelle un one-shot dans le métier. C'est un livre. Ça fait du bien. Mais alors, le truc, c'est qu'il a tellement bien marché qu'il écrit une suite. Ah, mais il peut se lire seul, il n'y a pas de problème. Il y a un début, il y a une fin. On peut en poser, puis lire autre chose. Ne plus jamais relire Garth Nix dans le Londres ou dans l'Angleterre des années 80. Mais ça a tellement bien marché qu'on lui a demandé si je ne peux pas faire une suite, raconter un peu plus d'histoire sur ce monde-là. Il l'a fait, ça sortira en anglais l'année prochaine, donc on se mettra aussi. Ah oui, ça c'est énormissime. C'est quand on voit les commentaires, et alors déjà pour l'avoir lu, fondamentalement, moi c'est la fantasy que j'adore. Alors, on peut dire que c'est une fantasy classique. Oui, c'est une fantasy classique. De lutte du bien contre le mal, de manière assez connue, de personnages qui vont être en quête de leur destin, etc. etc., etc. Mais il réussit à rassembler les éléments de la fantasy classique de tous les auteurs majeurs. Alors je ne dis pas que c'est Tolkien, que c'est Gemmel, que c'est Martin, c'est pas ça. Mais dans chaque univers, il va prendre la profondeur d'univers d'un Tolkien, il va prendre la capacité politique, de complot et d'interaction entre les personnages d'un Martin, et il va prendre l'action d'un Gemmel. Il est considéré par beaucoup comme le successeur naturel de Gemmel. D'ailleurs, il a eu le prix Morningstar du meilleur premier roman de Gemmel. C'était il y a quelques années. Donc voilà, donc on se voit dans la fantasy, le heroic fantasy assez grandiose. Robin Hobb dit de John Gwynne que c'est en lisant John Gwynne qu'elle comprend pourquoi elle est devenue fan de fantasy. Voilà, ça situe le niveau du bonhomme. C'est un bel hommage. Et c'est une très belle écriture. On a un nombre de coups de cœur, libraires, etc. qui est hallucinant. Donc il vient de sortir il y a un mois. Il va partir en réimpression très vite parce que il est très bien. Ouais, on est très content. Et en plus c'est un auteur adorable. La chance qu'on a, c'est que tous les auteurs qu'on a sont vraiment très 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 adorables. Les auteurs anglo-saxons, alors les Français on les connaît plus facilement, tout le monde les connaît plus ou moins facilement parce qu'on les rencontre sur des salons, on peut les voir s'exprimer sur les réseaux sociaux et autres. Les auteurs internationaux, on a moins l'occasion, et par exemple Steven Erikson et Ian Cameron-Estron dont on parlait tout à l'heure, sont des gens d'une gentillesse et d'une humilité. Je confirme. Brian McClellan, malheureusement, n'a pas pu aux Imaginales parce qu'il a eu le Covid, mais il était venu à Paris passer quelques jours, on l'a rencontré, on a fait un peu de dédicace avec lui, on a fait des rencontres, mais il est d'une simplicité et d'une gentillesse aussi incroyable. Voilà, c'est des gens qui sont
à la fois très talentueux, qui ont un très grand succès et qui sont extrêmement accessibles. Et ça rend vraiment la relation passionnante. Je pense qu'on reparlera de la trilogie des Poudremages très rapidement sur la chaîne, de toute façon, parce que là, on arrive en fin de batterie, donc on va essayer de se faire couper en plein milieu. Mais clairement, la trilogie des Poudremages, waouh! C'est monstrueux. C'est-à-dire qu'au départ, on se dit la Gunpowder Fantasy, ouais, la fantasy sans les épées, sans les trucs qui se passent dans une période équivalente à la Révolution française. Quand on est rentré dedans, on est happé par le récit et c'est tellement intelligent. Et puis la magie dedans est quand même géniale. Les Poudremages qui doivent sniffer la poudre à canon pour avoir des pouvoirs magiques. Mais il n'y a pas que, il y a d'autres magies dedans. Et la réflexion politique qu'il y a dans son livre aussi sur ok, on veut changer le système, on veut tout casser, on veut tout virer, et qu'est-ce qui se passe après? Et ça c'est vraiment intéressant parce qu'on est emmené dans cet engrenage qui fait que c'est jamais aussi simple que ça quand on veut changer l'univers. Pour clôturer, donc deux petites questions en une en fait. C'est premièrement ce qui va sortir chez Léa. Et aussi si vous êtes vraiment orienté fantasy ou s'il y a d'autres littératures d'imaginaire qui vont arriver, du fantastique, de la science-fiction, des choses comme ça. Alors, je vais répondre d'abord par la deuxième. Si on parle de ligne éditoriale, puisque c'est ça, Léa c'est une maison d'édition de littérature imaginaire au sens large. On fait aussi bien la fantasy que du fantastique que la science-fiction. Star Mark c'est la dystopie, c'est de la science-fiction. Star Mark c'est... Non, je vais pas dire ça, je vais pas dire que c'est ce que vous éditez de mieux quand même, ça se dit pas. Mais non, c'est extraordinaire comme jeu, c'est à la fois parodique et sérieux, c'est très 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 fun. Donc on fait de la science-fiction, Polaris c'est de la science-fiction aussi, mais ceci étant, c'est vrai, avec le cycle Livre des Martyrs de Steven Erikson, et puis ce qu'on a fait ensuite, on a une forte empreinte de fantasy. Je pense qu'on est un des éditeurs français indépendants qui est le plus présent en fantasy, parce que c'est un genre, souvent c'est lié aux personnes, à titre personnel c'est un genre qui m'a toujours beaucoup plu. J'aime aussi beaucoup la science-fiction, mais j'ai un affectio statis pour la fantasy. Et puis il se trouve qu'il y avait un tas d'éditeurs extraordinaires, que ce soit Poudremage, que ce soit Malice, que ce soit etc. en traduction qui étaient disponibles. Donc on s'est dit voilà, c'est l'occasion d'agrandir le catalogue et d'aller vers ça. Donc oui, on a une empreinte forte en fantasy, c'est vrai, et on le revendique. Léa, c'est l'éditeur chez lequel on va trouver les nouveaux grands auteurs de fantasy. Oui, c'est vrai. International et français aussi, on pousse avec Olivier Martinelli, qui est un auteur qui vient du polar, du roman noir, oui. qui a fait un diptyque de fantasy, qui travaille sur un autre sujet de fantasy. Voilà. Et quant aux prochaines parutions, alors la dernière en date, c'est le deuxième tome des Poudremages, oui. qui est sorti il y a une semaine, qui a un démarrage incroyable en librairie. Franchement, pour le tome 2, il démarre très très fort, mais bon, quand on finit le tome 1, on a tellement envie de savoir ce qui se passe que c'est bien légitime. Et alors la très bonne nouvelle, c'est que le tome 3 va arriver très vite. Et on va clôturer la trilogie des Poudremages fin janvier. Toujours pareil, si les papetiers, si les imprimeurs, etc. Mais bon, on va croiser les doigts. Le livre est traduit, il est en cours de correction. Donc on est très bien. Donc on aura fait cette trilogie en un an. Et je pense que pour les lecteurs, c'est aussi un plaisir de pouvoir se dire qu'on va retrouver... Ça évite d'avoir trop d'attentes aussi. Ouais. Alors en même temps, quand on peut, on le fait. Parfois c'est un peu plus long parce que ça dépend d'un tas de contraintes. Ça, les Poudremages. Et concernant les toutes prochaines sorties, les deux prochaines, ça va être une intégrale de Polaris, Les Foudres de l'Abîme de Philippe Tessier. On a repris une trilogie qu'il avait écrite il y a quelques années. On l'a mis sous forme d'intégrale. Philippe a retravaillé un peu le texte, c'est une version corrigée, une version révisée et corrigée, avec une très belle couverture d'idées graphées. Un petit illustrateur qui débute aussi, je crois. Hein. Didier Graffi, il a fait ça sur Polaris, c'est incroyable. Enfin, son travail sur Polaris, c'est pas forcément un illustrateur de SF, mais quand on peut faire ce genre de choses, on voit la fiche derrière, c'est incroyable. On a aussi, on n'en a pas parlé, mais on a une très grosse série de fantasy young adult qui s'appelle Through Dark Realms de Ken Blake, qui est de la fantasy aussi young adulte et très grande fantasy. Pour nous, c'est aussi une de nos meilleures ventes parce que c'est une histoire qui est extrêmement bien faite, très intelligente, très fine et en même temps pleine de rebondissements. Le tome 3 sort en tout début novembre. Et enfin, et là toujours pareil, croisez les doigts parce que le livre appartient à l'impression, le 10e et dernier tome du Livre des Martyrs qui arrive pour la fin de l'année. Le feu d'artifice. Feu d'artifice. On a une fin d'année qui est entre la sortie de Malice, le deuxième tour de Poudremage
le 3e tome de Through Dark Crowns et le dernier tome, le 10e et dernier tome de Livre des Martyrs. Voilà, on a une fin d'année en apothéose. Après, on a recommencé très très fort aussi sur la première partie. Beaucoup de fantaisie encore, il faut le reconnaître. Mais pas que, il y a quand même Polaris. En tout cas, merci Jean-Philippe pour les éditions Léa. De toute façon, on aura l'occasion de rediscuter pour les prochaines sorties et des choses comme ça. Merci à vous et puis bon festival. Merci, et vous aussi.